France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. L'Union européenne traverse une série d'élections cruciales avec la montée de forces eurosceptiques et anti-establishment, par exemple en Roumanie, en Pologne ou au Portugal. Et en dehors du club européen, une autre élection était observée de très près pour le signal qu'elle donnait de l'engagement vers l'Europe, justement, des Balkans. Les législatives en Albanie, le 11 mai dernier, ce pays ex-communiste de 2 400 000 habitants a vu son Premier ministre socialiste, Edi Rama, rempilé après 10 ans de pouvoir pour un 4e mandat. Et nous avons le plaisir d'être en duplex avec lui depuis Tirana, donc la capitale. Edi Rama, bonjour. Bonjour. Vous avez fait de votre adhésion à l'Union européenne en 2030, c'est la date que vous fixez, l'un des principaux thèmes de votre campagne. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui a permis à votre parti socialiste, je le disais, de l'emporter sur la droite de Sali Berisha? Écoutez, l'Albanie, c'est un pays assez euro-optimiste. Dans tous les baromètres de l'Union européenne, les Albanais sont toujours dans la première place sur la question de l'Europe. Ils aiment l'Europe, ils veulent l'Europe, car l'histoire nous a donné tout ce qu'il fallait pour comprendre que il n'y a rien de mieux que l'Union européenne. Et d'une certaine façon, pour nous, c'est un peu comme il était pour les pères fondateurs, un espace de paix et de sécurité avant tout. Les nouvelles générations de l'Europe elles-mêmes ont perdu un peu ce sens et ont perdu un peu les liens avec l'histoire que pour nous sont encore très fortes et nous donnent exactement clairvoyance, je dirais, sur l'importance de l'Union européenne et sur l'importance que l'Europe a pour nos enfants. Alors, votre parti socialiste a décroché 83 sièges de députés sur les 140, donc vous avez une large majorité au Parlement. La Commission européenne note que ces élections ont été, comme souvent d'ailleurs en Albanie, hautement polarisées, avec un langage de campagne très violent entre les deux grands partis historiques. Et, je cite, l'utilisation généralisée de ressources administratives et d'influence institutionnelle. On peut dire que la majorité au pouvoir avait un avantage. Votre réponse? Mais en général, le texte est standard et c'est assez confortant en général. Et après, il y a des interprétations différentes qu'on peut faire parce que moi, je trouve que c'est assez plus violent en France, par exemple, où il y a eu pendant les dernières années une sorte de fracture dans la société et dans la politique elle-même. Je crois que c'est très violent, la politique en Royaume-Uni, par exemple, où aujourd'hui, ils se disent des choses qu'on n'aurait pas imaginées que pouvaient être dites dans le House of Commons. Voilà, c'est pas une nouveauté. Et dans ça, l'Albanie était seule. Il y a 20 ans, on n'est plus seul. Très, très polarisé ailleurs aussi. Nous, on est beaucoup plus européanisés et l'Europe est beaucoup plus balkanisée. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, en tant que membre de l'OTAN depuis 2009, la visibilité de votre pays a culminé au 6e sommet de la communauté politique européenne le 16 mai à Tirana, qui a réuni les 27, bien sûr, mais plus 20 chefs d'État européens. Quel résultat concret de ce club, donc de la communauté politique européenne, qui avait été imaginé il y a 3 ans par Emmanuel Macron? La communauté politique européenne est une très vieille idée française, je dirais.
date depuis très très loin, quand l'abbé de Saint-Pierre avait conçu cette vision d'une Europe unie qui, selon lui, devait inclure même la Russie et celle qui est aujourd'hui la Turquie. Et après, ça a été repris même par François Mitterrand et ça a été repris par Nicolas Sarkozy. C'était Emmanuel Macron qui l'a approfondi, disons, et qui a réussi à le mettre en œuvre. Et c'est un format qui est en train de maturer. Ce n'est pas encore un format qui a réussi à transformer dans quelque chose de concret tout le grand potentiel. Mais c'est un format qui est en train de maturer et qui est très utile, je crois, à l'Europe et aussi à l'Union européenne, parce qu'il y a dans la communauté politique européenne toutes les démocraties du continent. Il y a le Royaume-Uni, il y a la Turquie, il y a la Suisse, la Norvège, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, l'Arménie. Et alors, c'est vraiment un très, très beau format pour échanger des idées et pour réussir à se regarder en face et parler d'un chemin commun. Et c'était un grand honneur, un privilège d'organiser le 6 sommet de l'EPSE en Albanie, à Tirana. Et quelque chose qu'il y a juste quelques années, c'était inimaginable. Alors, vous avez aligné d'ailleurs votre pays, Edi Rama, l'Albanie, sur les positions géostratégiques de Bruxelles, avec un soutien ferme à l'Ukraine, une dénonciation de la Russie d'ailleurs qui intensifie sa guerre et fait beaucoup d'entrisme dans les Balkans, qui essaye d'étendre son influence, bien sûr. Comment vous voyez la situation de cette Ukraine évoluer depuis justement Tirana? Il faut le dire que l'Albanie était toujours alignée avec l'Union européenne dans sa politique étrangère et dans notre processus de négociation pour finalement adhérer à l'Union européenne. La politique étrangère, c'est un point très fort parce que pratiquement on est aligné 100% avec la politique étrangère de l'Union européenne. Sur l'Ukraine, notre position était toujours claire et nette, mais je pense que dans le même temps, l'Union européenne doit faire de son mieux pour réussir à se réinventer dans le nouveau contexte créé spécialement par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et en général par des nouveaux pouvoirs émergents dans la politique internationale. Parce que Vladimir Poutine est omniprésent dans cette région des Balkans. Précisons peut-être pour nos téléspectateurs, le président serbe Aleksandar Vučić, par exemple, a été le seul leader parmi les candidats à l'adhésion de l'Union européenne à avoir participé le 9 mai à Moscou aux commémorations à l'invitation de Vladimir Poutine. Vous, Edi Rama, Premier ministre d'Albanie, vous êtes plus proche de Recep Tayyip Erdogan. C'est d'ailleurs une lutte d'influence entre ces deux puissances dans les Balkans, non ? Non, mais ça c'est un peu les stéréotypes occidentaux faciles. Non, c'est pas comme ça. Premièrement, la région des Balkans occidentaux s'est divisée entre 3 pays membres de l'OTAN, l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, mais qui est 100% en soutien de l'OTAN et de l'Europe, qui est le Kosovo. Et après, la Serbie, qui est un peu entre l'Europe et la Russie, où l'influence de la Russie et du président russe est importante. Tandis que en Albanie ou en Monténégro, c'est pas la même chose. On est beaucoup plus. Nous, en Albanie, c'est rien. Il n'y a pas d'influence. Et la popularité de Vladimir Poutine il est entre 1,5 et 2,2%. Mais en Monténégro, peut-être un peu plus, mais c'est pas une région où la Russie a une influence énorme.
C'est une région où la Russie peut faire de la rupture grâce à la Serbie et sous la Republika Srpska en En Bosnie Bosnie. et Herzégovine. De l'autre côté, notre relation avec la Turquie, c'est une relation traditionnelle, c'est une relation fraternelle depuis très longtemps et c'est pas une relation qui est dans aucune compétition avec notre alliance avec l'Union européenne. C'est pas une relation qui met en question quoi que ce soit. Dans votre chemin vers l'Union européenne, il y a quand même un problème qui revient régulièrement dans effectivement, dans les rapports publiés sur l'Albanie de la Commission européenne. Le dernier, le 30 octobre, c'est si la corruption a diminué, ça elle le reconnaît, elle sévit encore au sein des administrations et du système judiciaire albanais, des entreprises. Donc, vos 3 premiers mandats ont été jalonnés de scandales de corruption qui a impliqué des ministres, le maire de Veliaj, qui est un de vos proches. Qu'est-ce que vous répondez à justement cette problématique de la corruption que la Commission voit encore trop forte? J'ai rien à répondre, c'est l'état de fait et c'est exactement la raison pour laquelle nous, on est entré dans le chemin de l'Union européenne parce que c'est le seul chemin où on peut transformer un pays comme le nôtre ou un pays comme un pays balkanique dans un état de droit, parce que l'Union européenne, c'est la plus grande source de l'humanité quand il s'agit de la connaissance sur comment construire un état de droit. Quand nous, on est sortis de l'enfer du communisme, avec notre histoire unique, parce qu'on était isolés soit de l'Europe de l'Ouest, soit de l'Europe de l'Est, soit de l'Europe démocratique, soit de l'Europe totalitaire soviétique. On était beaucoup comme l'Irak ou l'Afghanistan. Et si en Irak et en Afghanistan, les grandes forces démocratiques ont essayé d'amener quelque chose de différent et d'aider les populations et la classe politique là-bas pour construire un système démocratique, ont failli spécialement en Afghanistan, d'une manière monumentale. Et si en Albanie, par contre, on est complètement dans une autre situation, c'est grâce seulement à une différence. Eux, ils n'ont pas l'Union européenne. Nous, on a l'Union européenne. Ça veut dire on a cette source de connaissances sur comment construire un état de droit, sur comment construire des institutions. Alors, le chemin, c'est exactement ça. Je voulais conclure en disant que les cas que vous avez mentionnés sont exactement l'exemple du fait qu'on est entré dans un combat sans précédent et sans retour d'une façon de faire les choses pour changer exactement la nature de l'État et la nature des institutions. Et c'est pour ça qu'on avance avec une vitesse incroyable maintenant dans les négociations et c'est pour ça qu'on a ouvert déjà la plupart des chapitres de négociation. Que vous espérez refermer en 2030, vous dites, 2030, votre objectif. C'est pour ça qu'on a dans la table avec la Commission un calendrier raccordé pour finir les négociations en 2027 et pour donner aux États membres le temps de ratifier la décision et de faire entrer l'Albanie exactement max 2030. Alors, l'Albanie a aussi fait beaucoup les gros titres de l'actualité pour un accord bilatéral inédit avec les Italiens, donc il y a 1 an et demi, pour construire des centres de rétention italiens gérés par Rome, donc pour les migrants en situation irrégulière. Alors, des juges italiens ont refusé de valider la rétention. On en est où d'ailleurs? C'est au point mort parce que c'est devant la Cour européenne de justice qui ne s'est pas prononcée. Il y a des gens dans vos centres de rétention, M. Rama? C'est pas nos centres, c'est pas notre projet, c'est pas à moi de répondre. Nous, on a seulement donné à l'Italie, qui est un pays très spécial pour nous, avec lequel nous on a un rapport complètement particulier, la juridiction sur un terrain
qui juridiquement est un terrain italien. Et tout ce qui est lié avec la construction et la gestion de ces centres, c'est la responsabilité de l'Italie. L'Albanie n'entre pour rien dans tout ça. D'ailleurs, ce que vous avez accordé à Giorgia Meloni, qui est donc la chef du gouvernement italien, le Premier ministre britannique voulait aussi que vous hébergiez des centres de retour, une externalisation migratoire par les Britanniques qui ne sont plus dans l'Union européenne, précisons-le. Pourquoi non pour eux? Mais non, moi, je l'avais dit toujours, si on fait quelque chose dans cette direction, ça serait seulement avec l'Italie pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer en avant, les raisons qui sont liées avec la nature de notre rapport avec l'Italie, qui est complètement particulier. Et ce n'est pas une surprise que je dis non à Keir Starmer. Et c'est pas quelque chose que ça va changer pour n'importe quel pays qui va demander à nous de faire la même chose. Malgré, juste pour terminer, une certaine hausse du niveau de vie, l'insécurité économique touche quand même les 2 400 000 Albanais. Il n'y a pas une insécurité économique pour 2,4 millions de personnes. Oui, on a des problèmes. Ça, sans doute, mais on a toujours plus d'opportunités. Tirana a l'aéroport qui a grandi le plus en Europe. 10 millions de les touristes dernières par an, années. 10 millions de touristes par an. C'est beaucoup, c'est en progression en effet. 12 millions par an dans un pays de 2,4 millions d'habitants, c'est vraiment beaucoup. Et un aéroport avec 11 millions de passagers qui a battu Belgrade depuis 3 ans, qui a été toujours l'aéroport le plus grand de la région. Teddy Rama, merci à vous d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos antennes, l'actualité internationale continue.